Bonsoir mes amis, dans la vidéo précédente sur cette chaîne, la vidéo numéro 190, on avait suivi le parcours de la pensée pure, dans le premier tome de la science de la logique. On avait vu comment la pensée pure, en partant du plus simple, l'être pur, s'était peu à peu déterminée à travers les formes successives de la qualité, de la quantité, puis de la mesure, jusqu'à atteindre une forme plus riche, plus structurée et plus cohérente d'elle-même, la mesure réelle. Mais cette mesure réelle, aussi stable qu'elle semblait être, a fini par devenir instable, non pas extérieurement, mais par le travail du négatif, par le travail interne et logique de ses propres déterminations. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à ce moment du développement de la pensée pure, les déterminations de la mesure réelle, issues de la logique de l'être, ne peuvent plus se maintenir dans leur forme immédiate. Elles renvoient à une médiation. Par médiation, je veux dire que les déterminations de la mesure réelle ne peuvent plus simplement être dans leur immédiateté. Elles renvoient à autre chose qu'elles-mêmes, à une structure logique plus fondamentale, qui les fonde. Leur propre existence ne suffit plus. Comment ces déterminations se soutiennent-elles? À quoi renvoient-elles? Quelle structure logique les fonde intérieurement, au lieu de simplement les poser? Et c'est justement cette nécessité logique, ce besoin de médiation interne, qui fait basculer la mesure réelle dans ce que Hegel appelle la réflexion dans elle-même. La pensée pure, dans sa forme de la mesure réelle, entre dans un mouvement de retour sur elle-même. Ces interrogations amorcent son mouvement de retour sur soi. Retour sur soi qui s'affirmera pleinement dans la logique de l'essence. Et d'ailleurs, ce moment où la pensée pure entre dans la logique de l'essence, où elle commence à se rapporter à elle-même, à réfléchir sur ce qui la fonde, rappelle un moment bien connu dans la phénoménologie de l'esprit. Je pense ici à ce passage décisif où, après avoir traversé les premières figures de la conscience, la certitude sensible, la perception, puis la force et l'entendement, la conscience fait l'expérience de l'échec de son rapport immédiat à l'extérieur. Elle découvre que ce qu'elle cherchait dans l'objet, dans ce qui est là devant elle, ne tient pas sans elle. Et c'est là qu'elle bascule dans un retour sur elle-même, qu'elle devient conscience de soi. Ici, dans la science de la logique, c'est un peu la même chose. Après avoir épuisé les formes de l'être, c'est-à-dire après avoir posé ces formes dans leur immédiateté, la pensée pure découvre que ces formes ne tiennent pas d'elles-mêmes. Et elle entre alors dans la réflexion dans elle-même, c'est-à-dire dans la logique de l'essence. Comme plan pour ce soir, pour commencer, je vous propose qu'on essaye de mieux comprendre ce qu'est l'essence, ce deuxième grand moment du mouvement dialectique de la pensée pure. Et pour ça, on s'appuiera sur l'introduction que Hegel consacre à l'essence, au début du deuxième tome de la science de la logique. Puis on verra comment l'essence, elle aussi, se divise en trois moments. Et on découvrira que cette division est dans sa logique. Je veux dire dialectiquement parlant, analogue à celle de l'être, qu'on avait explorée ensemble dans la vidéo précédente. Et enfin, comme on l'avait fait pour la doctrine de l'être, on prendra le temps de zoomer sur ces trois moments de l'essence, pour découvrir certaines formes que la pensée pure y traverse. Ça sera aussi l'occasion d'explorer ensemble plusieurs termes hegeliens propres à cette nouvelle étape de son chemin.
Hegel annonce que la vérité de l'être, c'est l'essence. Autrement dit, ce que l'être est vraiment, ce n'est pas l'immédiateté de sa présence et de ses déterminations, mais ce qui en constitue le fond. Ce fond vers quoi l'être tend dans son mouvement de retour sur soi. L'essence est donc ce que l'être devient quand il se nie dans son immédiateté et qu'il entre dans un processus de médiation intérieure. L'être immédiat ne suffit pas. La pensée pure va au-delà. Pensons à l'être pur, tel qu'il est décrit dans la doctrine de l'être. L'être pur est immédiat. Il est là, simplement, sans justification, sans médiation. Mais la pensée pure, quand elle cherche la vérité de l'être, ne peut pas s'en tenir à cette immédiateté. Elle pénètre au-delà de ce qui est donné. Elle découvre que cet être apparent renvoie à autre chose que lui-même. Elle comprend que cet être apparent ne tient pas par lui-même, mais s'appuie sur un fond. Hegel écrit que le savoir ne s'en tient pas à l'immédiat. Il va en arrière-fond. Ce retour vers un arrière-fond est précisément ce que Hegel appelle l'essence. Étape 1. L'être ne se maintient pas dans sa forme immédiate. Étape 2. L'être se nie lui-même en réfléchissant sur lui-même. Étape 3. Et ce retour sur soi, qui est l'intériorisation de l'être, c'est l'essence. Autrement dit, l'être se nie lui-même dans son immédiateté et bascule dans son intériorité que constitue l'essence. L'essence est donc l'être qui revient à soi, qui revient à son fond, par la négation. L'essence n'est donc pas quelque chose d'extérieur à l'être, l'essence est le devenir de l'être lui-même. Et ce devenir, c'est l'être nié et intériorisé. C'est pourquoi Hegel écrit que l'essence est l'unité sans détermination, c'est-à-dire ce qui reste de l'être une fois que toutes ces déterminations immédiates ont été niées. Mais là, il faut bien comprendre que l'essence conserve malgré tout en elle ces déterminations immédiates de l'être. C'est juste qu'elles sont niées. L'essence ne les a pas complètement supprimées. Chez Hegel, je rappelle que nier ne signifie pas supprimer. Nier, c'est poser une limite. Et cette négation est vraiment féconde si elle est dépassée. Je veux dire, si ce qui a été nié se transforme et s'intègre dans une nouvelle forme. À la fin de l'introduction du tome 2 de la science de la logique, Hegel résume ce qu'on pourrait interpréter comme la division générale de l'essence. À cet instant, j'utiliserai le mot essence dans un sens large pour désigner l'ensemble des formes successives que prend la pensée pure dans la logique de l'essence, c'est-à-dire dans la deuxième grande étape de son déploiement. 3 moments traversent la logique de l'essence. Premier moment, la réflexion dans elle-même. L'essence réfléchit sur elle-même, par nécessité, car ses déterminations ne sont plus simplement données. Ces déterminations dépendent d'un fond. Je veux dire que les déterminations de l'essence renvoient à une médiation interne qui rend possible ces déterminations. Et cette médiation, c'est ce fond interne. C'est un fond médiatisant. Dans la réflexion dans elle-même, l'essence se pose, s'affirme comme une intériorité. Mais une intériorité
qui n'est pas encore stable. Deuxième moment, le phénomène. À ce stade, l'essence ne peut plus rester enfermée dans l'intériorité abstraite de la réflexion dans elle-même. L'essence se nie comme simple intériorité pour basculer dans une nouvelle forme, celle de la manifestation, le phénomène. L'essence se manifeste alors sous la forme d'un monde, que Hegel appelle le monde de l'apparition. Un monde où les choses ne sont pas immédiatement vraies, où les choses expriment au fond quelque chose d'autre qu'elles-mêmes. C'est le monde du paraître. Le phénomène, c'est donc l'essence qui se manifeste, mais sous la forme d'un apparaître. Un apparaître qui renvoie à un fond de vérité, mais où ce fond de vérité n'apparaît pas encore comme tel. Troisième moment, l'effectivité. L'effectivité, c'est le moment où l'essence devient réellement ce qu'elle est. Après s'être développée dans sa réflexion abstraite dans elle-même, puis s'être manifestée en un monde instable de l'apparence, elle atteint une nouvelle forme plus complète. Une forme où le fond et ce qui apparaît sont enfin réunis dans une nécessité logique. L'effectivité, c'est donc le résultat du dépassement dialectique des deux moments précédents, de la réflexion dans elle-même et du phénomène. L'effectivité, c'est le moment où l'essence se réalise selon sa propre nécessité, dans une forme où le fond et l'apparence ne font plus qu'un. Ces trois moments, réflexion dans elle-même, phénomène et effectivité, sont les formes successives de la pensée pure au cours de son déploiement dialectique dans la doctrine de l'essence. Et gardons en tête la vue générale de ce grand mouvement dialectique interne de la pensée pure qu'on appelle la logique. L'essence est le moment de la logique où l'être immédiat, présenté dans la doctrine de l'être, se nie lui-même dans l'essence. Avec l'effectivité, la pensée pure est allée au bout de ce que l'essence pouvait accomplir. Elle a reconnu que ce qui est réellement, c'est ce qui unit en elle-même son fond et la manifestation de son fond, son intérieur et son extérieur. Mais il manque encore quelque chose, car jusqu'ici, cette unité n'est pas pensée comme un mouvement pleinement conscient de lui-même. L'effectivité est la forme unificatrice de ce qui est et ce qui le fonde. Mais elle ne sait pas encore qu'elle est ce qu'elle est. On peut dire que la pensée pure en est venue à se comprendre elle-même, mais avec distance, comme si ce qu'elle avait compris était extérieur à elle. Je veux dire qu'elle a compris ce qui la constitue, mais sans encore se reconnaître activement dans ce qu'elle a compris. Elle se saisit encore comme étrangère à ce qu'elle a compris. Le moment est donc venu pour la pensée pure de se saisir elle-même, comme génératrice de ses propres déterminations. Je veux dire d'entretenir par elle-même son propre mouvement dialectique. Vous l'avez compris, le moment est venu pour la pensée pure d'être consciente d'elle-même. Je veux dire de se reconnaître comme pensée active, de se reconnaître comme le mouvement qui se donne lui-même son propre contenu. Je veux aussi dire une pensée qui ne fait pas que penser et comprendre l'absolu, mais une pensée qui prend conscience qu'elle a toujours été unie à l'absolu.
une pensée qui prend conscience qu'en comprenant l'absolu et en réfléchissant sur sa propre compréhension de l'absolu, elle entretient son propre mouvement dialectique. Sur la chaîne, on a déjà vu cette notion essentielle chez Hegel, de devenir qui s'entretient par lui-même. Je peux maintenant encore plus préciser ce que j'avais dit dans la vidéo d'introduction numéro 189 et dans la vidéo 190. Dans ces vidéos, j'avais dit que la pensée devenait concept à la toute fin de son déploiement dialectique. On peut maintenant nuancer encore plus. Pour être encore plus précis, la pensée devient concept formel dès son entrée dans la doctrine du concept, au début du 3e tome de la science de la logique, dès qu'elle commence à entretenir par elle-même son mouvement dialectique, dès que sa réflexivité commence à se réaliser. Concept formel qui contient déjà en germe le mouvement de son accomplissement. Mais au moment de son basculement dans la doctrine du concept, le concept n'est pas encore accompli. Il n'est pas encore pleinement déployé. Ce n'est qu'au terme de son développement qu'il est pleinement réalisé et que la pensée devient savoir absolu. Je vous propose maintenant de découvrir quelques formes de l'essence. Et gardons en tête que chacune de ces formes est issue soit d'une négation, soit d'un dépassement, comme c'était déjà le cas pour les formes de l'être, qu'on avait vues ensemble dans la précédente vidéo. L'essentiel est la première forme que prend la pensée pure dans la logique de l'essence, juste après le dépassement de la mesure réelle. L'essentiel désigne ce qui, dans l'essence, se maintient après la négation de l'être immédiat. C'est ce qui constitue le vrai fond, ce qui reste, quand l'immédiateté s'est niée elle-même. En effet, il ne faut pas oublier que l'essence constitue la négation de l'être, dans le grand mouvement dialectique de la pensée pure. L'essentiel n'est donc plus un donné immédiat, il incarne la vérité profonde de l'essence. Je veux dire le fond, au-delà des déterminations immédiates. L'essentiel est ce en quoi l'essence se manifeste comme fond. L'inessentiel, à l'inverse, c'est ce qui subsiste encore comme immédiat, comme donnée extérieure, sans exprimer véritablement l'essence. On peut dire que l'inessentiel apparaît comme ce que l'essentiel écarte de soi, pour se déterminer. L'inessentiel est le négatif de l'essentiel. Et donc, l'inessentiel, c'est ce qui se définit en opposition à l'essentiel, comme ce qui ne tient pas en soi, mais seulement comme renvoyant à une apparence. Voilà, l'inessentiel, c'est une simple apparence. Quelque chose qui n'est pas ancré dans l'intériorité de l'essence, et qui vaut comme ce que l'essentiel nie pour se poser. L'opposition est une forme importante de la réflexion dans elle-même. À ce stade, les contraires, le positif et le négatif, ne s'excluent plus simplement, mais existent l'un par l'autre. Chacun n'a de sens qu'en se rapportant à l'autre. Ils s'articulent dialectiquement. L'opposition, ce n'est donc pas juste un face-à-face extérieur entre deux termes, c'est une forme qui s'appuie en son sein sur une unité. Positif et négatif sont deux pôles qui se renvoient mutuellement. Et c'est ce lien qui fonde la véritable détermination de l'opposition. Le fondement complet est une forme avancée de l'essence, dans la réflexion dans elle-même. Forme où le lien entre le fondement et ce qu'il fonde devient pleinement articulé. Ce n'est plus juste un support extérieur,
mais une relation intérieure et réfléchie. Dans cette forme, le fondement et le fondé ne sont plus séparés. Ils ne sont plus juxtaposés, mais pensés ensemble, comme un tout cohérent. C'est une forme où le lien repose sur une unité logique stable. La chose en soi est la première forme de l'essence dans le phénomène. Forme dans laquelle ce qui est apparaît comme étant immédiatement là, sans médiation. C'est une forme d'existence apparemment simple, immédiate, posée comme identique à elle-même, mais qui conserve pourtant une relation intérieure à un fond. En fait, cette immédiateté apparente est en réalité déjà marquée par une opposition implicite entre ce que la chose est par elle-même, ce qu'elle est en soi, et ce qu'elle est dans son apparaître extérieur. La chose en soi renvoie toujours à une extériorité qu'elle exclut pour tenter de se maintenir dans son identité. La chose en soi est donc déjà, au fond, le signe que l'essence ne peut plus se maintenir dans une pure intériorité. Elle contient en elle-même le négatif qui rend nécessaire sa négation d'elle-même dans le phénomène. La propriété est une forme de l'essence qui apparaît quand la chose en soi conserve son identité avec elle-même, tout en étant désormais dans une relation extérieure. La propriété exprime un rapport à soi à travers une médiation. La propriété est issue du dépassement dialectique de la chose en soi et de l'existence. Je veux dire par là que la propriété est une détermination de la chose en tant qu'elle est en relation avec une autre, mais sans pour autant se perdre dans cette relation. Dans cette forme, il y a comme un équilibre entre la vérité de fond et l'apparaître. La propriété reste ce qu'elle est en vérité, même quand elle entre en contact avec un autre. C'est donc une détermination stable, une manière pour l'essence d'exister extérieurement, tout en se conservant en soi. Elle s'affirme comme un fondement constant et solide. Elle reflète son intériorité au sein même de l'extériorité. L'infinité de la force est une forme de l'essence avancée dans le phénomène. C'est une forme dans laquelle la manifestation n'est plus séparée de ce qu'elle manifeste. L'extériorité n'est plus pour elle un dehors indifférent, mais le lieu même de sa vérité. En fait, pour dire plus simplement, son extériorité devient l'expression de son intériorité. L'infinité de la force, c'est donc une forme qui a son extériorité comme identique à son intériorité. Ce qu'elle manifeste hors d'elle-même est ce qu'elle est en elle-même. Elle ne dépend plus d'un autre. Elle se pose comme auto-réflexion. Je veux dire comme un rapport à soi, qui s'accomplit par lui-même dans son activité. L'attribut absolu est une forme de la pensée pure, au début de l'effectivité, dans laquelle l'essence ne se limite plus à un fond intérieur abstrait, mais commence à se manifester comme une totalité cohérente, où l'intérieur commence à se refléter dans l'extérieur. C'est un moment où l'essence pose ses déterminations, comme étant intégrée dans une unité, non plus seulement extérieure, mais aussi articulée de manière interne et réfléchie. L'attribut absolu est alors cette forme où l'essence exprime ce qu'elle est dans son ensemble, à travers une détermination qui annonce déjà
une unification future plus profonde. C'est pas encore le stade du concept, mais c'est un moment préparatoire où la pensée pure commence à poser ses contenus déterminés dans une forme unique. La nécessité absolue, c'est le moment où l'effectivité ne dépend plus de rien d'extérieur pour être ce qu'elle est. C'est pas juste une possibilité, ni une contrainte imposée du dehors. Pour la nécessité absolue, être ce qu'elle est vient d'une nécessité intérieure. En fait, dans cette forme de la pensée pure, tout ce qui semblait extérieur, comme le hasard ou le possible, est intégré comme un moment nécessaire du déploiement de la pensée pure. Ce qui existe est ce qui devait être. L'action réciproque est la dernière forme de la pensée pure dans la doctrine de l'essence. Forme où le lien de causalité n'est plus un lien extérieur entre deux choses séparées, mais un rapport intérieur. Chaque chose agit sur l'autre et en même temps reçoit l'action de l'autre. Ce n'est donc plus une simple cause d'un côté et un effet de l'autre, mais une relation où chaque terme est à la fois cause et effet. L'action et la réaction s'équilibrent dans un mouvement unique, où le lien devient transparent. C'est une forme accomplie de l'effectivité, dans laquelle ce qui est n'est plus imposé de l'extérieur, mais résulte d'une interaction interne, et stable, et aussi réfléchie. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette introduction à la doctrine de l'essence. Une vidéo qui avait pour but de poursuivre ensemble notre découverte de la science de la logique et d'éclairer cette étape centrale du déploiement de la pensée pure. Comme toujours, n'hésitez pas à poster vos questions et vos remarques en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo.